juin 2026, fidèles téléspectateurs de Chef la télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue vous qui nous rejoignez du côté des Koutiala, soyez les bienvenus. À la une de l'actualité, l'institution de microfinance Kafou-Diguinéa a tenu sa 37e Assemblée Générale Ordinaire. Ce jeudi 11 juin 2026, les travaux étaient présidés par le ministre de l'Industrie et du Commerce, donc à l'escalade gourmande 6 à la CIDB en commune 4 du district de Bamako. On fait le point avec Abdelkarim Sako et Nouhoum Kone. La présente Assemblée Générale Ordinaire de Kafou-Diguinéa, présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, s'est voulue une occasion appropriée pour présenter la synthèse du rapport d'activité au titre de l'exercice 2025. Ainsi, ressort-il que l'année 2025 a été caractérisée par des difficultés de divers ordres. Toutefois, l'institution de microfinance a pu tenir et a poursuivi la dynamique d'efficacité et de résilience pour la satisfaction de ses clients à travers ses 153 guichets. En dépit des difficultés rencontrées durant l'exercice 2025, Kafou-Diguinéa a honoré tous ses engagements en termes de remboursement des prêts pour un montant de 5 milliards. L'exercice 2025 n'a pas été facile, mais la performance remarquable de ces dernières années témoigne de la qualité du travail de la direction générale. Les perspectives sont prometteuses avec la poursuite de notre plan d'affaires 2024-2028. Notre feuille de route reste claire. Renforcer nos ressources humaines, moderniser nos systèmes d'information, sécuriser nos opérations. L'économie malienne, avec la situation particulière, fait face à plusieurs défis auxquels Kafou-Diguinéa a su s'adapter pour résister à tous ces chocs. C'est dans cette conjoncture de crise, les grands agrégats de Kafou-Diguinéa, principalement les agrégats commerciaux, ont été à la hausse. En effet, le crédit, sa production et la qualité du portefeuille ont été vigoureusement affectés. Sur le plan de la trésorerie, Kafou-Diguinéa respecte tous les ratios liés à la trésorerie, les ratios court terme et les ratios moyen terme, mais aussi et surtout, depuis 37 ans, Kafou-Diguinéa n'a failli à aucune de ses échéances auprès de ses partenaires techniques et financiers. Kafou-Diguinéa est déjà de plein pied dans la modernisation par la digitalisation de ses services et entend persévérer dans la performance grâce à l'engagement de son personnel. L'inclusion financière est un espoir pour l'insertion professionnelle des couches défavorisées. À ce jour, Kafou-Diguinéa demeure une référence pour relever ces défis chers aux plus hautes autorités du pays. Reconnaissant les résultats engrangés par Kafou-Diguinéa, le ministre de l'Industrie et du Commerce a toutefois fait remarquer que des défis demeurent, lesquels ne sont pas insurmontables. Mais je voudrais vous rassurer, monsieur le directeur général, que dans un contexte multidimensionnel de crise dont notre pays est confronté, la crise sécuritaire, la crise des hydrocarbures, la crise du transport, la crise énergétique, dans toutes ces crises, une perte n'est pas un problème. Mais il faudra que nous nous organisions pour avoir la capacité de diagnostic, la capacité de réflexion, pour apporter des réponses structurelles, de façon à stabiliser le portefeuille, à maîtriser les risques et de rebondir sur les résultats positifs pour la zone à venir. Je voudrais vraiment, avant de finir mon propos, adresser mes vives félicitations à monsieur le directeur général et à l'ensemble des équipes pour le travail qui a été abattu en 2025. Vous exercez à redoubler d'efforts. Ce n'est pas facile, monsieur le directeur général. Mais disons-nous la vérité. Si c'était facile, vous ne serez pas là. C'est difficile, c'est compliqué, c'est dur. C'est parce que c'est dur qu'il faut trouver des durs pour gérer. La cérémonie de cette 37e Assemblée Générale Ordinaire a été marquée par la remise des prix aux 5 meilleures caisses du réseau Kafou-Diguinéa et c'est la caisse de Kadiolo qui s'est hissée au sommet de la pyramide.
Et autre actualité direction, la famille chérifienne Siza à Bankoni Diankine-Bougou, donc qui a servi des cadres à la remise officielle du dernier ouvrage de l'enseignant et écrivain Kali Diallo, son 7e livre intitulé Chérif Ahmed Tidjana Haïdara, le missionnaire. La cérémonie a réuni le monde littéraire et les locaux et responsables de la FADI autour du fils du guide spirituel des Ansars, donc à Seyd Chérif Ahmed Tidjana Haïdara. On fait le point avec Moussa Fomba. C'est au sein de la famille chérifienne que s'est tenue la cérémonie de remise des exemplaires. L'auteur Kali Diallo, enseignant et écrivain, car c'est de lui qu'il s'agit, a offert ce précieux témoignage à Seyyed Chérif Ahmed Tidjana Haïdara lui-même, célébrant ainsi l'héritage et la mémoire de l'illustre missionnaire. L'événement a enregistré la présence d'élus locaux, les responsables de la Fédération Ansardine Internationale FADI, du mouvement Jeune Esprit de la littérature malienne, l'Association des écrivains du Mali, l'Union des écrivains du Mali, la jeunesse Ansardine, l'association Angabe Mayala, la coordination des jeunes du Mandé, le collectif des Ansars en milieu universitaire et scolaire Camus, le club des jeunes littéraires d'Afrique et enfin le groupe Imam Hussein. Nous sommes à une grande cérémonie de dédicace d'un livre écrit par M. Diallo à l'honneur de notre Chérif Ahmed Tidjana Haïdara, le missionnaire. Et nous le remercions, l'écrivain, et les autorités ici présentes, nous les remercions tous. Et tous ceux qui sont venus assister à cette cérémonie, nous les remercions. Et nous sommes très fiers de notre guide et notre Seyd Ahmed Tidjana Haïdara, puisque ce qu'il a fait depuis près de 15 ans a été mentionné dans ce livre. Et tout est fondé avec des preuves et des témoins. Donc c'est un livre que nous devons apprécier et soutenir l'écrivain et saluer aussi notre guide pour sa bonne volonté et son bienfait aux créatures du monde. Et nous le saluons aussi pour ses bienfaits à l'humanité. Et nous profitons du micro pour le saluer au nom de tous les Ivoiriens, puisqu'il a fait un mois en Côte d'Ivoire pour prêcher la bonne nouvelle. Et tous les Ivoiriens le saluent et nous le souhaitons longue vie et bon vent, et que cette dédicace soit la bonne et que ça ne soit pas aussi la dernière. Et merci à vous. Les invités présents ont salué l'initiative de l'auteur, soulignant l'importance de préserver et transmettre l'histoire et les valeurs des figures chérifiennes au sein de la Oumma islamique en particulier et dans le monde entier en général. Moi, je suis vraiment honoré de ce livre-là, parce que vraiment ça contient beaucoup des passages du shérif. Donc il y a tout énuméré là-dedans depuis sa naissance, ses parcours académiques jusqu'à maintenant. Donc vraiment, je suis vraiment honoré, je suis vraiment content. Kali, vraiment, je l'encourage beaucoup parce que depuis qu'il était étudiant, il a commencé vraiment à faire des écritures un peu partout là. Donc depuis en ce temps-là, donc vraiment, on continue à l'encourager et à l'aider aussi. Voilà, c'est un garçon vraiment qui doit être vraiment encouragé. Mesdames et messieurs, Chérif Ahmed Tidjana Haïdara est né en 1986 à Bamako, dans la maternité de Medina Koura, commune 3 du district de Bamako. Il est le fils de Chérif Ousmane Madan Haïdara et Tanjaratou Touara. Chérif Ahmed Tidjana Haïdara fut inscrit à l'école franco-arabe Sadouzi Waza de Bangoni Djangine-Bougou en octobre 1996. Il a effectué ses études fondamentales de la première à la 9e année, sanctionné par l'obtention du diplôme de DEF en session de juin 2005 avec mention très bien. Après l'obtention du DEF, il poursuit ses études secondaires dans le même établissement et obtient son baccalauréat en 2008 avec mention très bien aussi. Il poursuit ensuite ses études universitaires à Niamey, au Niger, à l'université d'Atatoumoun, l'université de la solidarité, où
où il obtient sa licence avec la mention très bien. Il y décrochait également son master dans la même université avec mention très bien. Il poursuit ses études jusqu'à présent. Ce 7e livre s'inscrit dans une démarche passionnée de documentation et de transmission permettant aux nouvelles générations de découvrir le parcours et la vie inspirante de Seyed Cherif Ahmed Tidiane Haïdara. Voilà, nous avons initié de dédier ce livre-là à Cherif Ahmed Tidiane Haïdara parce que le livre est le parcours, sinon on retrace une partie du parcours de Cherif Ahmed Tidiane Haïdara que nous considérons comme notre guide, qui a d'ailleurs un parcours exceptionnel. Nous avons parlé depuis la naissance du guide Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, depuis sa naissance, ses études, et après ses études, ses formations, après ses formations, les diplômes qu'il a eu à obtenir, et les attestations. Nous avons parlé de tout ça, et nous avons parlé de ses œuvres, de ce qu'il est en train de faire socialement, quotidiennement, et encore de ses voyages, de ses missions dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire ses missions dans plus de 40 pays. Alors, ses missions de presse, ses tournées de presse. Nous l'avons dédié à peu près 40 et quelques poèmes qui retracent un peu son parcours aussi. L'objectif de recherche est que les gens lisent ce livre-là pour connaître qui est réellement Chejine Prêcheur, Cherif Ahmed Tidiane Haïdara. Une rencontre empreinte de respect et de gratitude, rappelant combien la mémoire des grands hommes continue de guider et d'inspirer. Voilà, donc félicitations à l'auteur, M. Kali Diallo, pour cette inspiration inédite qui vise à orienter le parcours de Seyed Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, direction la capitale de l'Or-Blanc, donc Koutiala, qui est au rythme d'une rencontre cruciale dans la grande salle du Conseil de cercle, la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, est allée donc à la rencontre des producteurs de coton de la filière de la dite localité. Objectif affiché, désamorcer les tensions, écouter les griffes du monde paysan et poser les bases d'une campagne réussie. Faisons le point avec Samaïra Sanogo. L'atmosphère est solennelle dans la salle de délibération du conseil de cercle de Koutiala. Dès les premières heures de la matinée, les chefs de village, présidents de coopératives et délégués des producteurs de coton ont pris d'assaut les lieux. Les visages marqués par les saisons de labeur témoignent de l'importance de l'événement. Pour ces cotonculteurs venus parfois des communes reculées du cercle, cette rencontre n'est pas une simple réunion de plus. C'est l'occasion de dire tout haut les vérités du terrain. Au centre des débats, l'épineuse question des intrants agricoles, de leur coût et de leur disponibilité à temps. Tour à tour, les producteurs prennent la parole, le ton est respectueux mais ferme. Compte tenu des spécificités, les contraintes majeures qui sont remarquées en début de campagne, il faut donner l'information. Et en plus de l'information, il faut rassurer les producteurs pour dire que les dispositions importantes sont prises pour les mettre à disposition les intrants nécessaires pour la réussite de la campagne. Donc l'information, cette réunion est capitale pour vraiment relancer, booster la productivité agricole, ce qui concerne le coton pour la campagne à venir. Au-delà des aspects techniques, les discussions ont également touché à la gouvernance des coopératives locales et à la nécessité d'une transparence totale dans la gestion des ristournes. Face à ces préoccupations légitimes, la délégation de la Confédération n'est pas venue les mains vides. Les responsables ont pris le temps d'écouter chaque doléance avant de détailler le plan d'action des plus autorités du pays pour la campagne actuelle. Les dispositions sont prises à la CMDT pour la mise à disposition effective des jachides. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 41% de mise en place. Et rien que la semaine passée, nous avons fait des réceptions importantes par rapport aux produits anti-jacides. Nous sommes en train de mettre à pied d'œuvre pour pouvoir mettre en place les jacides à temps, pour pouvoir vraiment pallier au déficit de ces produits-là au moment opportun. La Confédération a rassuré les producteurs sur les mécanismes de suivi mis en place pour éviter les retards de livraison qui avaient plombé les saisons précédentes.
Les émissaires ont insisté sur le fait que la relance de la filière coton, pilier de l'économie nationale, ne pourra se faire sans une confiance mutuelle restaurée entre la base et les instances de décision. Je réitère notre confiance aux producteurs, à l'encadrement et à tout le personnel d'appui au monde rural de redoubler d'efforts, d'augmenter leur vigilance et aller vraiment dans le bon sens pour pouvoir réussir cette campagne. Parce que sans le coton, l'économie malienne est fragilisée et le pays va vraiment perdre une énorme quantité de produits vivriers parce que le système coton englobe tout le système agricole au Mali. Au sortir de plusieurs heures d'échanges intenses, les lignes ont bougé. Si le sceptisme n'a pas totalement disparu chez certains paysans échaudés par le passé, le sentiment général est à l'apaisement. Cette démarche de proximité de la Confédération a été saluée comme un pas nécessaire vers une gestion plus participative de la filière. En quittant la salle, les cotonculteurs repartent avec une certitude. Leur voix a été entendue et reste désormais à traduire les promesses de la Confédération en actes concrets dans les champs. Alors, il est temps pour nous de renouer avec le reste de l'actualité sur la scène internationale. Voyons tout cela en plus bref et en images commentées par Moussa Fomba. Adoptée par une large majorité à l'Assemblée nationale, la proposition de loi sur l'organisation du référendum ouvre une nouvelle étape du débat politique en RDC. Présenté comme un cadre juridique par ses soutiens, le texte est dénoncé par l'opposition qui redoute une réforme de la Constitution avant la fin du mandat de Félix Tshisekedi. L'Assemblée nationale de la RDC a adopté le 9 juin la proposition de loi sur l'organisation des référendums avec 348 voix pour, 2 voix contre et une abstention. Le vote s'est déroulé dans un parlement largement contrôlé par la majorité. Le principal groupe d'opposition, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, avait suspendu sa participation aux travaux. Le texte définit comment un référendum peut être organisé dans le pays. Il précise les conditions de convocation par le président de la République, le rôle de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ainsi que les règles de campagne, de vote et de publication des résultats. La loi comprend 45 dispositions. Une partie a été modifiée après des débats à l'Assemblée nationale. Pour la majorité, l'objectif est de combler un vide juridique et de mettre en place des règles claires pour les consultations référendaires prévues par la Constitution. Le point qui suscite le plus de réactions concerne la possibilité de créer une assemblée constituante si un projet de nouvelle constitution est lancé. Au départ, cette instance devait réunir uniquement les députés nationaux et les sénateurs. Finalement, le texte a été élargi aux députés provinciaux, aux gouverneurs et aux conseillers municipaux. Pour ses soutiens, cette évolution permet d'associer davantage de lieux au processus. L'opposition estime au contraire qu'elle pourrait faciliter un changement de constitution. Elle demande le retrait du texte et évoque un coup d'État constitutionnel. Les opposants soupçonnent également le camp présidentiel de vouloir préparer une réforme qui pourrait bénéficier à Félix Tshisekedi, dont le deuxième mandat doit prendre fin en 2028. La majorité rejette ces accusations et affirme agir dans le cadre des institutions. La contestation se poursuit en dehors du Parlement. 5 partis d'opposition ont annoncé un sit-in le 12 juin devant le Palais du Peuple. Des associations partenaires doivent participer au rassemblement. Le débat touche désormais une partie plus large de la société congolaise, notamment les jeunes. Certains voient dans cette réforme une occasion de repenser les institutions. D'autres estiment que les priorités du pays sont ailleurs. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat. S'il est adopté dans les mêmes termes, il pourra être transmis au président de la République pour promulgation. Téhéran dit avoir fermé le détroit d'Ormuz après de nouvelles frappes américaines contre son territoire. L'Iran menace tout navire qui tenterait de franchir ce passage stratégique, tandis que Washington assure que le trafic maritime se poursuit. Les marchés pétroliers réagissent déjà à cette montée des tensions régionales et aux risques énergétiques. Le quartier général central Khatam al-Anbiya des forces armées iraniennes a annoncé le blocage total de la circulation dans le détroit. Téhéran présente cette mesure comme une réponse aux attaques répétées des États-Unis contre plusieurs zones du pays. Les autorités iraniennes précisent que l'interdiction vise tous les types de navires, y compris les pétroliers et les bâtiments commerciaux. Les forces armées iraniennes ont averti que toute tentative de franchir le détroit serait traitée comme un acte hostile et une coopération avec l'adversaire.
Le corps des gardiens de la révolution islamique affirme de son côté avoir déjà frappé 2 navires qui tentaient de franchir le passage. Le commandement iranien a demandé aux bâtiments présents dans le golfe Persique et le golfe d'Oman de ne pas s'approcher du détroit jusqu'à nouvel ordre. Le quartier général Khatam al-Anbiya a prévenu que l'Iran apporterait une réponse décisive et écrasante à toute nouvelle agression militaire américaine. L'ambassadeur iranien au Japon, Peyman Sayedat, a affirmé que le détroit resterait fermé aussi longtemps que nécessaire. Il a toutefois indiqué que les pays considérés comme amicaux, notamment la Russie et la Chine, continueraient à bénéficier d'un régime de passage distinct. Le diplomate a estimé que les États-Unis et Israël avaient placé l'économie mondiale sous pression par leur action contre l'Iran. Washington, de son côté, cherche à relativiser l'annonce iranienne. Le commandement central américain, le CENTCOM, affirme que les navires commerciaux continuent de circuler dans les 2 sens à travers le détroit et soutient qu'aucun navire américain n'a été touché. Les marchés pétroliers ont rapidement réagi aux annonces iraniennes. Le prix du Brent a progressé jusqu'à 2,58% après la déclaration sur Hormuz, avant de revenir autour de 94,88 $ le baril. C'est un spectacle gênant qui dure depuis 4 ans, lit-on sur le site de RT. Dans les capitales européennes, on répète que la Russie s'effondre, que son économie suffoque. Un narratif bien rodé, jour après jour, sans que la réalité ne le confirme. Et voilà qu'aujourd'hui, ceux qui annoncent l'agonie russe frappent à la porte du ministère des Affaires étrangères à Moscou. Il faut le dire avec une certaine franchise. Il règne dans les chancelleries européennes un étrange décalage, une forme d'aveuglement collectif qui confine à la schizophrénie politique. Voilà maintenant 4 ans que les mêmes disques rayés tournent en boucle. Chaque matin, les éditoriaux et les communiqués occidentaux nous expliquent doctement que la Russie est en train de perdre la guerre, que son économie se délite sous les sanctions et que son président Vladimir Poutine vit ses derniers instants. Le problème, c'est que cette prophétie ne s'est jamais réalisée. Pendant que ces élites s'enferment dans ces récits douillés, le réel, lui, se venge cruellement. La dernière illustration en date est presque caricaturale. Selon l'agence de presse américaine Bloomberg, les gouvernements britanniques, français et allemands s'activent désormais pour organiser de nouvelles négociations avec la Russie. L'argument avancé par ces mêmes cercles serait presque comique s'il n'était pas si tragiquement déconnecté. Il s'agirait de profiter des succès ukrainiens sur le front et des problèmes croissants de l'économie russe pour accentuer la pression sur le Kremlin. La ficelle est un peu grosse. Comment peut-on, sans rire, brandir la menace d'un effondrement russe tout en envoyant à Moscou ses plus éminents ambassadeurs pour commander une discussion? C'est une logique qu'on peine à expliquer. Ce 11 juin, les ambassadeurs de France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne se sont rendus au ministère russe des Affaires étrangères. Ils ont eux-mêmes sollicité cette entrevue. À ce niveau de responsabilité, on ne se déplace pas pour discuter avec un pouvoir qu'on croit moribond. On y va parce qu'on sait que c'est là que réside la clé de la résolution du problème. Face à eux, Mikhail Galouzine, le vice-ministre russe, n'y est pas allé par 4 chemins. Il leur a pointé du doigt leurs contradictions. Vous menez une politique destructive, vous stimulez Kiev à poursuivre la guerre par le biais de votre coalition des volontaires, tout en demandant à Moscou de négocier. Il leur a également exposé l'approche de principe de Moscou. Un règlement politique et diplomatique passe par l'élimination des causes profondes du conflit. Le mécontentement gagne Varsovie après la réunion de Londres réunissant plusieurs dirigeants européens et Volodymyr Zelensky. Estimant que la Pologne est injustement tenue à l'écart, son premier ministre Donald Tusk a averti que son pays ne se considérerait lié par aucun accord conclu sans lui. La Pologne réclame d'être pleinement associée aux discussions destinées à mettre fin au conflit en Ukraine, rapporte Reuters. Après la rencontre organisée à Londres le 7 juin entre les dirigeants britanniques, français et allemands, ainsi que Volodymyr Zelensky, le premier ministre polonais Donald Tusk a estimé que Varsovie ne pouvait être tenue à l'écart d'un processus diplomatique. À Varsovie, l'absence du chef du gouvernement polonais lors de ces échanges a immédiatement suscité des interrogations. De plus en plus de responsables et d'observateurs polonais ont le sentiment que certaines grandes puissances d'Europe occidentale tentent de reprendre l'initiative sur le dossier ukrainien en laissant de côté d'autres pays alliés. Donald Tusk n'a pas caché son irritation face au format dit E3 qui réunit le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, mais exclut plusieurs autres partenaires européens. Selon lui, un tel cadre de discussion ne peut prétendre représenter l'ensemble des intérêts du continent. Le chef du gouvernement polonais a également indiqué s'être entretenu avec la première ministre italienne, Giorgia Meloni,
laquelle partagerait ses réserves concernant ce format restreint. Pour Varsovie, la question dépasse largement le simple protocole diplomatique. Il s'agit de savoir qui participe réellement aux décisions susceptibles de façonner l'avenir de l'Ukraine et l'architecture de sécurité européenne. Donald Tusk a ainsi déclaré qu'aucun accord conclu sans la participation de la Pologne ne pourrait avoir de caractère contraignant pour son pays. Le responsable polonais a toutefois annoncé qu'une nouvelle réunion consacrée à l'Ukraine devrait se tenir dans les prochains jours avec la participation de la Pologne et de l'Italie aux côtés du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France. Ces derniers mois, le débat sur une éventuelle reprise des contacts avec Moscou s'est progressivement installé au sein de l'Union européenne. La question d'un médiateur capable de faciliter un dialogue entre les différentes parties fait également l'objet de discussions croissantes. Le président russe Vladimir Poutine a indiqué qu'il verrait favorablement l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder dans un tel rôle. Il a néanmoins souligné que le choix revenait avant tout aux Européens eux-mêmes, à condition qu'il s'agisse d'une personnalité bénéficiant de leur confiance. Il a rappelé qu'un médiateur ne saurait être une figure connue pour ses positions ouvertement hostiles à la Russie. Et ce journal s'achève à Galougou et à Makadengue, relevant administrativement du cercle de Diamou, région de Ekaï. Merci pour votre fidélité et sachez que l'actualité phare du jour reste dominée par le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 qui démarre dès ce soir aux alentours de 19h avec la participation de 10 sélections africaines. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner et à très bientôt.